Nous reprenons donc évidemment notre tour de ce livre blanc et puis de ce que fait Beehive évidemment, avec cette fois le deuxième thème, les besoins des personnes qui vivent une situation complexe, hein, qui cumulent les fragilités, exemple des soucis de finances, de maladies mentales, d'exclusion sociale. Enfin, on l'a dit, effectivement, souvent c'est un cercle vicieux. Pour évoquer ces situations complexes, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Tunus, professeure à l'Institut de recherche santé et société de l'UC Louvain. WP3, c'est vous. Voici Sophie Tunus. Bien voilà, merci pour cette introduction très complète. Je suis donc ici pour vous présenter les résultats de ce travail exploratoire réalisé par le groupe qui constitue le WP3, qui se focalise sur cette idée de complexité. Alors je suis hyper heureuse de vous voir aussi nombreux ici. On dit souvent que les salles qui sont trop remplies montrent effectivement qu'il y a un momentum pour un sujet, qu'il se passe quelque chose. Et puis alors, en retour, quand une salle est trop remplie, ça a un espèce d'effet performatif comme ça et ça donne un poids politique et un poids important au sujet en question. Donc j'espère que ce sera le cas aussi pour nous. Non, moi, Non, mais je sens qu'il y a du potentiel. Mais non, mais allez-y, continuez. Et, chez moi, c'est positif, hein, okay. Vous savez. Hein. On m'a dit de présenter un livre blanc par rapport de recherche, alors je fais de mon mieux. Voilà. Vous êtes très bien parti. Ok, alors, la première ligne à l'épreuve de la complexité, donc les résultats, hein, les propositions, les suggestions, les façons de voir la complexité que je vais développer aujourd'hui se repose donc sur un travail exploratoire et Thérèse vous a déjà présenté les méthodologies que nous avons utilisées. Les personnes qui ont contribué à ce travail sont par ordre de représentation Lucia, donc de l'UC Louvain, Cathy de la Haute École Vinci, Anne, également Haute École Vinci, Jessica, ULB, Cathy, Romy Enalux et moi-même. Voilà donc pour les membres du groupe de recherche qui s'intéresse à la complexité. Venons-en aux faits. La complexité, une épreuve majeure et contemporaine, et particulièrement pour la première ligne. Alors, pour évoquer la complexité, quand on écoute, quand on lit les discours, qu'ils soient politiques, qu'ils soient professionnels ou scientifiques, on va rencontrer des expressions comme celle de patient complexe, patient ayant des besoins complexes, patient en situation complexe. Ces situations complexes étant souvent décrites comme un fardeau qui exerce une pression financière sur nos systèmes de santé. Ce sont donc de gros arguments financiers. La complexité est par ailleurs un terme abstrait. Certains d'entre vous nous l'ont dit la première fois qu'on avait présenté l'esquisse de ce chapitre. Mais derrière ce terme abstrait et derrière ces arguments financiers, à l'ombre de ces arguments financiers, il y a des situations concrètes. Des situations concrètes que vous avez décrites lors des ateliers Beehive notamment, et des situations concrètes dont on parle souvent, nous, chercheurs, avec vous, professionnels. Ces situations se caractérisent partout et très souvent par un enchevêtrement d'éléments multiples qui sont relatifs à la santé physique, à la santé psychique et aux conditions de vie sociale, économique, à l'environnement en général. Un enchevêtrement, donc, un enchevêtrement d'éléments multiples. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour apporter une réponse à ces situations complexes, il faudrait une vision globale, des actions globales, des actions articulées, des actions coordonnées, et plus encore, des actions qui permettent d'impliquer, de faire participer les personnes. Or, et je ne vais pas développer ça de trop parce que je sais que Céline va en parler après moi, notre système de santé, l'organisation de notre système de santé ne crée pas une situation favorable au développement de ce type d'action globale et articulée. Pour cette raison, ce que nous proposons d'emblée dans ce chapitre, c'est de renverser notre approche de la complexité, d'arrêter de voir la complexité comme quelque chose qui est lié à une personne, à un patient, à sa situation, d'arrêter de voir la complexité comme seulement une pression financière, mais plutôt de voir la complexité comme une épreuve culturelle et organisationnelle qui est au cœur des missions de la première ligne. Alors,
quand on pose cette complexité comme épreuve culturelle et organisationnelle, on souhaite en fait interroger ce qu'on appelait la résilience de la première ligne, au lieu donc de faire porter le fardeau de la complexité aux personnes. Alors, interroger la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est simplement poser la question des adaptations qui seraient nécessaires, des adaptations dans l'organisation de la première ligne, qui seraient nécessaires afin de pouvoir répondre aux besoins, des besoins multiples, des besoins complexes qui se posent dans l'environnement de cette première ligne. En effet, comme c'était dit en introduction, nous pensons que c'est à la société de s'adapter aux besoins des personnes et non l'inverse. Afin de poser donc les bases de cette réflexion sur l'épreuve de la complexité, il nous a semblé que le premier pas à faire était de poser les bases de ce qu'on a appelé une vision symétrique de la complexité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une vision symétrique? En fait, quand on a commencé cette réflexion sur la complexité, nous nous sommes rendus compte que souvent, ce qui était la complexité, ce qui étaient les situations complexes, était défini à partir de la perception de la complexité des professionnels. Donc, nous nous sommes dit, nous allons tester la perception de la complexité, d'une part des personnes, d'autre part des aidants proches, et enfin des professionnels, et puis tenter de les mettre en discussion. Les résultats de cette mise en discussion sont que les éléments constitutifs d'une situation complexe ne sont pas les mêmes pour les professionnels, les usagers et les aidants proches. L'asymétrie, comme vous allez le voir tout de suite, est particulièrement marquée entre les professionnels et les usagers. Ceci est un résumé des résultats donc, de l'enquête par questionnaire. C'est une situation complexe. OK. Donc, je reviens du coup aux éléments de complexité principaux pour les trois catégories d'acteurs interrogés. Donc, vous allez voir que les plus grosses différences se situent entre les professionnels et les personnes, puisque les professionnels mettent en premier lieu les difficultés psychologiques, l'accès difficile à certains soins, le lieu de vie inadapté, la polypathologie et la nécessité d'adapter le mode de vie, alors que les personnes mettent en premier lieu les douleurs chroniques, l'évolution imprévisible, la polypathologie et la polypharmacie. De plus, dans les commentaires, donc dans les autres et aux ateliers, les professionnels ont souligné la communication, j'y reviendrai, la précarité sociale et économique, alors que les usagers ont mentionné la gestion de la vie professionnelle et les aidants, le lien de parentalité avec la personne soignée. Je précise ces commentaires ici parce que ce sont différents éléments qui sont développés dans le livre blanc. Si ces différences de perception nous ont intéressés, évidemment, ce n'est pas juste pour les décrire et pour en faire état, mais c'est pour essayer d'aller un petit peu plus loin et donc d'abord de se demander quelles sont les conséquences de ces différences de perception. La démarche suivante étant, bien entendu, d'essayer de trouver des façons d'y pallier. En tout cas, alors, en termes de conséquences, je parlais d'abord au niveau de la relation de soins. Donc au niveau micro, on va dire. Ensuite, je parlerai plutôt au niveau de la recherche et de l'implication des personnes dans la recherche et au niveau politique. En ce qui concerne la relation de soins, nous avons discuté cet aspect avec les professionnels lors des ateliers. Et on nous rapporte que l'asymétrie génère une incompréhension mutuelle relative au vécu et aux priorités des professionnels et des personnes. Cette incompréhension mutuelle est très problématique car elle donne lieu à une définition d'un ordre de priorité des besoins des personnes d'une part, des professionnels d'autre part, qui ne respectent pas en fait les besoins et les souhaits des professionnels, et donc ça donne lieu à des engagements des personnes par rapport à leur parcours et une insatisfaction des professionnels. Bien sûr, ce désengagement, cette insatisfaction ne fait qu'aggraver la dite complexité de la situation. On assiste donc à une espèce de boucle de la complexité, à une situation aussi dont l'incertitude n'arrête pas d'augmenter, ce qui ne favorise pas évidemment
l'accord entre les parties à la relation sur une solution satisfaisante. Alors face à ce grand partage de l'incertitude, appelons-le comme ça, les participants aux ateliers Beehive préconisent de favoriser la communication et de valoriser les aspects relationnels du soin. Communication et aspects relationnels du soin qui sont donc également développés dans le chapitre du livre blanc. Alors, comme vous le voyez dans l'extrait qui est mentionné ci-dessus, bien sûr, favoriser la communication et valoriser les aspects relationnels du soin, ça implique des changements dans l'organisation et principalement dans l'organisation du financement des soins de santé, puisqu'on nous dit ici les professionnels devraient être capables d'offrir de l'écoute aux patients, mais pour pouvoir le faire, il faut du temps. Le faire est financé, comme par exemple réaliser un soin d'hygiène, mais l'écoute ne l'est pas. L'incertitude concerne, l'asymétrie, concerne donc la relation de soins, mais elle concerne aussi la participation de chaque catégorie d'acteurs, donc entendez les personnes, les aidants proches et les professionnels, à la recherche. En effet, même si des personnes et des aidants proches ont participé à notre questionnaire, on constate une très très forte asymétrie avec, pour ce qui concerne la complexité, pour les professionnels, 748 répondants, pour les personnes 368 et pour les aidants proches 40. Ceci nous invite donc à questionner nos relais, nos approches et nos démarches pour mobiliser les personnes au niveau des soins, des organisations, des politiques et dans la recherche scientifique. En l'occurrence, pour les recherches qui sont mises en œuvre et qui sont entamées d'ailleurs dans le cadre du WEPE et par toutes les belles personnes que je vous ai présentées en introduction, nous sommes en train de développer deux axes particuliers. Le premier concerne le dialogue entre la demande exprimée par les personnes. Et j'insiste sur la demande exprimée par les personnes car nous tenons à la différencier des besoins des personnes tels que perçus par les professionnels et par les scientifiques. Donc un dialogue entre la demande exprimée par les personnes et les nouvelles fonctions professionnelles et modes d'organisation qui se développent en première ligne. Parmi ces fonctions professionnelles et modes d'organisation sont plus spécifiquement investigués le case management, les suivis multidisciplinaires à domicile, les hospitalisations à domicile, la question du maintien des personnes très fragiles à domicile et la question de la gestion de la douleur musculo-squelettique en première ligne. Le deuxième axe de recherche est plus macro et concerne les questions de l'accès, du non-recours ou des recours dits non appropriés des personnes vues comme vulnérables à la première ligne et principalement en contexte urbain. Cet axe de recherche soulève la question de l'accès, du recours, du non-recours, du recours non approprié sous la dimension relationnelle de l'accès et du recours, c'est-à-dire en mettant en avant vraiment les représentations et les expériences des personnes comme vulnérables en termes donc de recours et de non-recours. Voilà. Je vous remercie pour votre attention malgré le brouhaha. Merci beaucoup.